Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission RBN France. Le lieutenant Sturm à la barre ce soir, assisté à la technique de Lord Sergueï. Présent dans ce studio avec moi pour discuter avec notre invité, Monsieur PGL. Bonsoir. Bonsoir. Et nous accueillons donc notre camarade Duarte Branquinho qui nous a fait l'honneur de venir parler au micro après une longue journée passée à la 15e table ronde de Terre et Peuple qui s'est déroulée donc ce dimanche. Cher Duarte, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous vous en doutez, le camarade Duarte étant portugais, nous allons parler du Portugal ce soir. Nous allons parler de l'histoire du Portugal, de son actualité politique, de la place du Portugal en Europe. Bref, un grand nombre de sujets que Duarte se fera un plaisir d'éclairer pour nous. Avant toute chose, je vais demander au camarade Pascal de dresser un portrait de notre invité. J'ai nommé Duarte Branquinho. Voilà, donc Duarte a maintenant 37 printemps. Pour les jeunes femmes et demoiselles à l'écoute, précisons qu'il a un regard couleur océan et des yeux et des cheveux couleur de blé mûr, hein. Donc il montre vraiment un physique typique de guerrier lusitanien ou suève du Moyen-Âge. Donc Duarte Branquinho, en fait... Déclaration d'amour, hein, n'est-ce pas? Tout de suite. Nous sommes à l'avant-garde et à la rupture, mais quand même. La rupture a toujours ses limites, comme toute chose d'ailleurs. Donc Duarte Branquinho est le président de Terra e Povo, Terre et Peuple, avec son antenne portugaise en quelque sorte. Hein. Il est aussi conseiller national du Parti national rénovateur, ainsi que collaborateur d'un journal anticonformiste qui est présent en kiosque au Diabo, le Diable, tout un programme d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc Duarte Branquinho est un vieux militant qui a déjà participé à plusieurs initiatives chez nous, notamment en tant qu'orateur à la table ronde de Terre et Peuple de l'année dernière. Hein. Sa vidéo d'ailleurs est disponible sur le net et sur Dailymotion, oui. Elle sera en lien bien sûr dans mes chroniques devenues habituelles. Alors Duarte, première chose, notamment à l'attention de nos auditeurs qui ne sont pas trop familiarisés un petit peu à l'histoire et puis même à la question portugaise, comment pourrais-tu un petit peu singulariser ton pays dans la grande symphonie des peuples européens, hein? Quels sont un petit peu les grands axes du génie national portugais, hein, et comment se décline-t-il au cours de l'histoire? Et bon, je vais essayer de répondre. C'est tout à fait difficile de voir le Portugal à partir du centre de l'Europe, comme le Portugal est à la périphérie. Oui, à la pointe, l'extrémité. L'extrême occident au sens géographique, bien sûr. Ouais. Et je vois, et même l'année dernière à la table ronde, je vois que... On pense qu'à cause même de la communauté portugaise en France, que le Portugal est très connu ici, mais je vois que non. Et c'était il est toujours intéressant de parler de ça. J'ai parlé un petit peu l'année dernière de la genèse du Portugal, des Lusitaniens, comme tu as parlé, Pascal, que sont, pour simplifier, sont les Gaulois des Portugais. Bon, des Celtes. Mais même dans notre histoire, ils ont le lieu mythique des Gaulois en France, sont les Lusitaniens au Portugal. Mais quand même, il existait d'autres communautés à la péninsule ibérique, comme des Celtes même, des Ibères et tout ça. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire, mais après, nous avons vécu... notre histoire est très pareille à d'autres histoires d'Europe. Par exemple, du sud de la France, par exemple, avec des invasions germaniques, des Suèves, des Visigoths, tout ça. Et la question des Suèves, les Suèves ont maintenu un royaume presque indépendant, mais après, les Vandales qui étaient au sud de la péninsule sont été expulsés par les Visigoths vers l'Afrique du Nord. Mm-hmm. Mais les Suèves ont resté dans la partie du nord du Portugal et de la Galice. Et bon, et il y a beaucoup d'historiens et
et spécialement historiens de chez nous, que voient dans ce royaume suève le début d'un Portugal, d'un royaume du Portugal. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont des chevaliers européens et notamment un roi d'origine française, d'origine bourguignonne en fait. Exactement, Alphonse Henri, qui vient pour aider à la reconquête. Et bon, le Portugal, comme Castille et le reste de toute l'Espagne, sont des pays que sont des royaumes nés de la reconquête. Voilà. Une chose que l'on précise souvent lorsqu'on parle d'histoire du Portugal, c'est que d'une part, le Portugal a été le premier État de la péninsule ibérique à achever sa reconquête, mais surtout, à la fin du XIIIe siècle, c'est un des premiers États d'Europe, sinon le premier, à consolider quasi définitivement ses frontières actuelles. C'est vrai, c'est très intéressant parce que la reconquête, on oublie souvent. Je vois par exemple ici en France, on parle toujours de l'Espagne de la reconquête. Et bon, comment on dit reconquête en portugais d'ailleurs? Reconquista. Reconquista, d'accord. Comme ça c'est dit. Non, parce qu'on parle toujours de la reconquista espagnole. Mais en fait, la reconquista pour nous a terminé en 1249. Avec la reconquête de l'Algarve, le sud. Avec Lagos. Et même avec la conquête de Ceuta par les Portugais. En Afrique du Nord, au Maroc. Ça a été très important pour la fin de la reconquête espagnole. Proprement dit. Alors justement, est-ce que tu pourrais un petit peu embrayer sur ce qu'on décrit souvent comme la destinée un peu particulière du Portugal, c'est-à-dire bloqué à l'est par les Espagnols, dans ses rêves d'extension à l'est, le Portugal, ayant achevé le premier sa reconquête, va se tourner vers ce que vous appelez l'outre-mer, et en fin de compte, de se lancer à la conquête des océans dès le XVe siècle. Oui, parce qu'il est quand même, je rappelle pour nos auditeurs, il est quand même remarquable que le Portugal est pratiquement la moitié la moitié du pays est exposée à l'océan. Tout l'ouest est une façade océanique. Oui. C'est quand même pratiquement le seul en Europe, bon, si on accepte les îles britanniques et la France, mais la France a même plusieurs mers Est-ce qu'en fait, la destinée du Portugal n'a pas été de lancer les Européens, les premiers, à la découverte du reste du monde, quelque part, et du nouveau monde? Oui, c'est vrai, et on ne peut pas oublier que d'une côté, nous avons l'océan, et de l'autre, nous avons l'Espagne, notamment les Castillans, qui se sont comme des héritiers légitimes des Wisigoths et en fait qui veut unifier la péninsule. Oui, moi c'était une question que j'avais pour toi, Duarte, parce que c'est bien, c'est très intéressant la question de l'ultramar, mais vous avez un voisin à l'est. Oui, et il reste. Comment ça s'est agencé au cours du temps, ces rapports-là? Il reste jusqu'aujourd'hui un nationalisme anti-espagnol, au mieux dit anti-castillan. Ouais, parce qu'en fait, jusqu'à nos jours. Vous avez échappé au destin des Catalans, des Basques, des Galiciens, de vous retrouver inclus dans ce grand royaume d'Espagne, quelque part. Bon, après il y a eu bien sûr la parenthèse entre 1578 et 1640, après la mort du roi Sébastien. On va parler de ça. On va en reparler après. Mais sinon, vous avez réussi à préserver votre indépendance et votre souveraineté par rapport aux autres peuples constituants de la péninsule ibérique. Et l'océan, c'était notre sortie. Mais d'habitude, je dis que je ne pense pas que c'est une caractéristique portugaise, mais européenne en fait, parce que nous avons nous avons des explorateurs français aussi et des Vikings, d'autres, mais c'est vrai et c'est fascinant toute cette épopée des découvertes portugaises et l'idée d'un nouveau empire, donc le fameux cinquième empire, Quinto Império, le Quinto Império pour parler en portugais, mais commence à être comme un destin national et une philosophie même. Et en même temps, ça c'est en parallèle, on peut parler d'une chose
très portugaise, c'est la saudade, dont nous parlons avant l'émission. La saudade est un sentiment qui, comme portugais, je dois dire, tous les portugais diraient, la saudade ne s'explique pas, se sent. Mais... En général, on essaie de définir, autant que faire se peut, par un mélange de mélancolie, de nostalgie, c'est ça? Oui, c'est une mélancolie, c'est une nostalgie, c'est une... pour des Français, c'est un peu comme un cousin du mal de vivre ou un spleen, peut-être, oui. Mais en même temps, il y a beaucoup de définitions, mais en même temps, c'est une chose qui est triste et heureux en même temps. Positive, et ça... Sentiment mêlé, quoi. Donc, et ça a commencé avec les premiers voyages et l'idée de quitter sa patrie et des gens qui quittent et des gens qui restent, mais ils sont tristes parce que les autres quittent sa patrie, mais en même temps ils sont heureux parce qu'ils partent à la découverte de nouveaux mondes. C'est ça, et ils vont accomplir quelque chose, comme une destinée. Et c'est une idée qui devient philosophique en fait. Très bien. La saudade, pour expliciter un peu pour nos auditeurs, ça s'exprime musicalement, ça s'exprime à travers la poésie. Le fado, le fameux fado. Et spécialement... ça. Dans la littérature aussi, on peut... La littérature et spécialement dans la langue. D'accord. Même notre poète Fernando Pessoa écrivait beaucoup... il parlait de saudade et en fait il disait ma patrie c'est la langue portugaise, et cette idée de correspondance identitaire, si on veut, entre la langue et un esprit. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire quand on reprend le cas du Portugal. C'est un des rares États d'Europe où il y a une coïncidence quasi parfaite entre l'espace géographique et la langue, à part quelques îlots, je crois, isolés. Non, je crois qu'il y a un petit débat sur le Nord. Avec non, mais en fait, je veux dire, il y a une coïncidence entre l'ère linguistique portugaise et le territoire. Où se trouve la limite. Oui, ce qui se passe, c'est que, aujourd'hui, le galicien, en fait... Galice, province espagnole, nord-ouest de l'Espagne. C'est... le Galice... On parle souvent on définit l'ancien portugais comme le galaico-portugais. Ouais, le galaico-portugais. Et je préfère personnellement d'appeler le romance occidentale. C'est une langue, c'est très pareil à la langue d'oc, provençale. Par opposition au castillan, c'est différent et plus proche même phonétiquement avec le CCD et comme le catalan aussi. Catalan, oui, le languedocien. Oui. Et même au début était une langue de culture. Langue de poésie, langue de... C'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais qu'il y a eu des poètes, des écrivains dans cette langue-là. Oui, exactement comme les troubadours. Oui, ici, l'Occident est une langue de culture, au Moyen-Âge. C'était une langue de culture à l'Occident à l'extrême Occident de l'Europe. Et c'est très intéressant de voir même que Alphonse le Xe de Castille, Alphonse X, utilisait même dans la poésie et tout ça cette langue de l'Occident, cette galaico-portugais. Même avec l'Espagne politique comme moderne, le galicien est orthographiquement est un petit peu différent, mais c'est facile à comprendre. Et au nord du Portugal, c'est très très pareil, avec l'accent, c'est très pareil. Et bon, il y a quand même une grosse homogénéité, voilà. Oui, globalement, malgré quelques variations régionales. Duarte, est-ce que tout à l'heure tu parlais de roman, de roman occidental, de langue romane occidentale, et comment définis-tu le Portugal? Pays latin, pays de langue latine au sens large,
de culture, une langue latine, ou parce qu'on a très souvent cette simplification-là, les pays latins, on cite la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, or ça recouvre des réalités bien plus contrastées. Et je sais, enfin, je sens et je vois et j'imagine volontiers que le Portugal se détache un peu de cette définition-là. Oui, c'est vrai, et c'est... Mais pour un Français, je pense que c'est facile à comprendre. Qu'on en parle et on dit, bon, la France est un pays latin. Et si on veut dire, la Normandie est un terme... Bon. Et si on veut, le Portugal, toute la face vers l'océan, est très différent. On peut dire c'est un pays de l'espace de la Méditerranée, et en fait le Portugal n'est pas géographiquement bon, c'est au-delà des colonnes d'Hercule. Mais bien sûr qu'il avait beaucoup d'influence au sud du Portugal, des Grecs et tout ça, même mythiquement, Lisbonne. C'est Ulysse. Oui, mythiquement, c'est le fondateur de Lisbonne, c'est Ulysse. Olisipo, la cité d'Ulysse. Même si c'est un mythe, on aime bien. Ouais, c'est joli, ça, en tout cas, oui. Et après, le nord du Portugal est différent. Même, je dois dire, même avant toute l'époque des découvertes, même avant, le nord du Portugal avait beaucoup d'échanges commerciaux avec l'Irlande, par exemple. Oui, avec les îles britanniques. Oui, c'est logique quelque part. Oui, ils avaient déjà des techniques de navigation, des bonnes techniques de navigation. Pas la navigation méditerranée, en fait. Oui, de la navigation hauturière, pas du cabotage. Ouais. Alors, donc, tu donnerais quelle définition? Alors, je sais que c'est difficile, mais si on doit qualifier l'âme portugaise, elle est... Oui, c'est une âme européenne, c'est certain. Oui. C'est un petit peu comme la saudade. D'accord, il faut le sentir, très bien. Alors justement, pour aider à cette définition, cette caractérisation, est-ce que tu pourrais revenir sur certains grands mythes fondateurs du portugais qui font un petit peu sa spécificité? Je pense notamment au sébastianisme, ainsi que, bien sûr, au Cinquième Empire, dont nous avons déjà parlé. Oui. Bon, le sébastianisme est quelque chose que... j'aime bien de parler du sébastianisme, Pascal, tu sais bien, nous avons beaucoup parlé de ça. J'espère que nos auditeurs vont chercher toutes les indications. Déjà, dessiner des contours simples. On va faire on va synthétiser. Oui, mais c'est un mouvement quasi un type de messianisme qui est basé sur notre roi Sébastien, qui était un jeune roi et que était mort à la bataille de ce qu'on appelle Alcácer Quibir, et en Espagne et au Maroc, en France et au Maroc, on appelle souvent la bataille des trois rois, parce que le roi portugais Sébastien et deux rois morts. Après la mort du roi Sébastien, dont je dois dire qu'il était un roi qui était jeune, était un roi qui... était célibataire en plus. Hein. Oui, voilà. À l'aube de la modernité, il voulait les... Bon, les historiens traditionnellement disent c'était un homme hors de son temps. Un roi chevalier, un petit peu. Replaçons comme Charles le Téméraire, il vivait dans la nostalgie du Moyen-Âge. Messieurs, replaçons ça pour nos auditeurs dans une chronologie. Août 1578. Voilà, on est en 1578, en Afrique du Nord. Le roi Sébastien se lance dans une croisade pour justement aller... juguler les volontés des morts qui reviennent... Voilà, récupérer des territoires sur les morts, leur faire payer leur monnaie de leurs pièces pour les siècles d'occupation de la péninsule ibérique. Et en fait, il y avait un caractère un peu mystique du roi, qui vivait dans une nostalgie d'un Moyen-Âge féodal, chevaleresque, qui n'existait déjà pratiquement plus. Mais il y a une chose très intéressante que je dois dire, c'est que le roi Sébastien était... les historiens aiment bien de dire c'était un homme du passé, mais je demande pourquoi un homme du futur, parce que il se réclamait des valeurs
anciens, mais que pour nous sont des valeurs éternelles. C'est-à-dire que quand on parle de passé, pour nous, tu as compris que ce n'est pas dépréciatif. Non, mais pour nos éditeurs, et que peuvent être très de chez nous. C'était des valeurs de la chevalerie, d'un roi à l'époque, un roi combattant, c'est pourquoi il est mort, et un roi de courage et tout ça, mais un roi de chevalerie, de combat, par opposition à une noblesse qui vivait déjà, à cause des découvertes, qui vivait du commerce. Oui, parce que petite parenthèse historique pour nos auditeurs, il faut savoir que bien avant l'Angleterre, le Portugal a fait sa révolution bourgeoise. Dès la fin du XIVe siècle, on a une noblesse qui n'est plus une noblesse d'épée, une noblesse de combat, et qui s'est déjà embourgeoisés. Même cette classe bourgeoise va appuyer la monarchie. Comme dit Duarte, c'est l'effet retour de la colonisation... des colonisations. Ou avant, c'est un peu avant. C'est un peu avant le grand mouvement des grandes découvertes. C'est la reprise du commerce. Alors c'est vrai que souvent on dit que c'est l'Angleterre qui était à la pointe de l'ascension de la classe bourgeoise dès le XVIe siècle avec les révolutions entre guillemets anglaises, la République de Cromwell, etc. Mais on s'aperçoit que le Portugal a été un petit peu un précurseur dans cette noblesse commerciale. Et il faut dire aussi que le début ce qu'on considère la conquête de Ceuta, que j'ai parlé, ce qu'on considère le début des découvertes, et en fait, c'est pas un début, c'est une continuation de la reconquête. Parce que même il avait des royaumes barbares, des germaniques à l'Afrique du Nord, et il voyait ça comme une reconquête, une reconquête de l'espace de l'ancien royaume des Vandales, par exemple. D'accord. Et après les découvertes proprement dit, et ça va se passer après. Est-ce que justement tu peux revenir sur ce mythe en fait de compte qui rejoint les grandes mythologies des rois dormants, des souverains dormants européens? C'est ça. Populairement, les Portugais ne croient pas à la mort de son roi. Il commence et un mythe est né, c'est que le roi va retourner un jour, va revenir un jour de brume sur le Tage, c'est ça, exactement. et on voit bien que ça c'est à l'origine une tradition très européenne de le roi endormi, comme tu as dit, comme le roi Arthur par exemple, Frédéric Barberousse, c'est ça. Mais après va aussi avoir des éléments du hellénisme, mais aussi du judéo-christianisme. Ça après, avec une figure, c'est le père Antonio Vieira, qui était pendant un séjour à Amsterdam. Il a contacté la communauté des Juifs qui avaient été expulsés du Portugal, et il a trouvé des choses dans ce messianisme juif qui rassemblait ce sébastienisme-là. Mais en fait, c'est d'un messianisme national, parce que le roi va revenir pas pour sauver le monde, mais pour sauver le Portugal, et notamment pas pour accomplir un grand empire et un destin portugais qui va se passer dans le futur. Et c'est pour ça qu'il y a un concept très intéressant, que c'est la saudade du futur. Ouais. On peut être nostalgique du futur, de l'avenir. Ça, c'est une chose qui... C'est une très belle formule, d'ailleurs, que nos camarades italiens utilisent également. Oui, et que je pense que celle de l'avenir. Pas seulement les Portugais, mais ici, au sud d'Europe, en retournant à la géographie, on comprend bien ce que ça veut dire. Alors, est-ce que, très, très prosaïquement, est-ce que ce mythe du sébastianisme, en fait, naît de circonstances confuses entourant la mort du roi, ou on n'a pas retrouvé son corps. On ne retrouve pas son corps, c'est ça. C'est pour ça, c'est la première raison. Donc c'est vraiment, là aussi, c'est la non-représentation de la mort du roi. Et après, le sébastianisme va influencer plusieurs choses. Même au Brésil, va influencer, par exemple, un mouvement au 19e siècle,
un mouvement aussi sébastianiste et tout ça au Brésil. Et ça a une explication parce que avec la perte du Maroc portugais, les Portugais qui vivaient là sont allés au Brésil. Et... Oui, ils ont donc transposé le mythe. Et même aujourd'hui, c'est toujours vivant. Oui, il reste on va dire une imprégnation du sébastianisme dans la population. Pas un sébastianisme comme non, mais une même, idéologie. Même confusément. Oui. Il subsiste toujours. Je pense que c'est une caractéristique des Portugais. D'accord, de l'âme portugaise. Et toujours on dit par exemple maintenant nous sommes dans cette crise et tout ça et on parle on va attendre notre roi Sébastien. Et on parle toujours de ça. Ça revient toujours, même sous forme de plaisanterie, c'est récurrent. Alors justement, Duarte, pour nous resituer un petit peu sur un plan plus historique et politique, le sébastianisme va inspirer plusieurs mouvements au cours de l'histoire du Portugal, donc après le retour à son indépendance en 1640, et notamment, je pense, au début du XXe siècle, après que le pays ait proclamé la République en 1910, je pense notamment à cette figure assez particulière du président roi Sidónio Pais, qui a eu le pouvoir de 1917-1918. On a parlé de lui aussi comme d'une figure sébastianiste. Donc pourrais-tu un petit peu nous parler justement de ces mouvements idéologiques qui vont apparaître à la suite de ce président roi dictateur qui a quand même marqué son temps? C'est le président Sidónio Pais, c'est une figure très intéressante de notre histoire parce qu'ils peuvent être considérés comme un proto-fascisme, parce qu'il était une figure qui a unifié les militaires, les conservateurs, les républicains et les monarchiques. Et il apparaît comme un héros, un militaire à cheval et tout ça. Les femmes l'aimaient beaucoup. Et aussi comme un roi Sébastien vivant. Et il y a encore Fernando Pessoa, notre poète d'excellence du Portugal, et toute la génération des modernistes va considérer le président Sidónio comme le nouveau roi Sébastien. Et le président Sidónio va être tué. Et après, mais tous ces militaires qui se regroupaient avec le président Sidónio vont retourner en 1926 à la dictature militaire avant l'état nouveau de Salazar. D'accord. Alors justement, à cette époque-là, on parle d'un mouvement idéologique qui s'appelle l'intégralisme lusitanien, qu'on dit marqué par l'œuvre de Maurras. Peux-tu nous en dire quelques mots et quel est ton sentiment par rapport à ce mouvement? L'intégralisme, donc. L'intégralisme, on le situe entre 1914 et 1932, plus ou moins. Et avait des jeunes intellectuels brillants, il faut le dire, dont le principal était António Sardinha. C'était un grand intellectuel qui a influencé même les Espagnols. Il y a un livre de Sardinha qui s'appelle l'Alliance péninsulaire. C'est pas l'Espagne unie des Espagnols, mais c'est comme une entente entre les deux pays pour réussir une monarchie intégrale. D'accord. Et il défendait une monarchie qu'il appelait monarchie organique. C'est une monarchie traditionnaliste, anti-parlementaire. Et ils vont même influencer un retour à la monarchie avec, par exemple, un militaire qui s'appelait Paiva Coceiro qui a fait encore des incursions militaires au nord du Portugal et a même fait une chose qu'on appelle en 1919 la monarchie du Nord, mais qui a peu duré. Et ces intégralismes étaient très influencés par l'Action française, bien sûr, et Maurras.
il était la manifestation politique de l'anti-judaïsme au Portugal. Ah d'accord. Oui, bon. Il y a eu religieux surtout, non? Ou même non, même sociologique, ethnique. Exactement. Avec par exemple la publication des protocoles des sages des Sions par des groupes monarchiques en 1923, et après avec un auteur qui est considéré l'anti-juif par excellence au Portugal, s'appelait Mário Sá. Il a écrit un grand livre appelé L'invasion des Juifs. Bon. D'accord. Il n'y a pas eu d'invasion quand même. Bon, si on parle de ça, c'est Bon, on va faire une petite pause avant de continuer notre exploration de la galaxie militante du 19e et 20e siècle portugais. On fait une petite pause musicale en écoutant une production que tu nous as amenée qui date déjà un petit peu, qui s'appelle Lusitanoï, dont Pascal va nous présenter le titre. Donc le titre c'est Revolução, la révolution, et il faut préciser que les paroles sont de notre invité. Voilà, c'est un titre qui date de 1999. On écoute ça tout de suite.
Alors de retour après cette pause musicale radicale, on va dire, autant dans le son que dans les paroles. Revenons donc à l'exploration de cette, on va dire, pépinière nationale portugaise et nationaliste portugaise à l'aube du XXe siècle. Hein. Voilà, justement, après avoir abordé l'intégralisme, je crois que tu voulais nous parler d'un mouvement qui est beaucoup plus intéressant pour nous, qui apparaît dès le début des années 20, je crois. Oui, c'est un mouvement éphémère, en fait, mais qui est précurseur. En 1919, à la même époque qu'en Italie, et un João Castro Osório publie le Manifeste Nationalisme, qui a des idées qu'on peut considérer, comme en Italie, qu'on considère aujourd'hui, d'un fascisme. Bon. Ce manifeste va produire un petit mouvement qui s'appelle le nationalisme lusitanien et qui a son activité pendant quelques années à partir de 1923 jusqu'à 25-6. Bon. À cette époque-là, avant la dictature militaire, il y avait beaucoup de mouvements comme la croisade de Nuno Álvares, comme d'autres mouvements qu'on peut considérer proto-fascistes, les intégralistes et tout ça. Pendant la dictature militaire, c'est-à-dire pendant 1926 et 1933, le début officiel de l'État nouveau, ou Estado Novo de Salazar, pendant cette période, beaucoup de mouvements vont se digladier, on peut dire, vont rentrer en compétition. Oui, en compétition pour arriver au pouvoir. Se battre pour se battre, c'est ça. Les intégralistes et un nouveau mouvement que c'est considéré souvent comme les fascistes portugais, sont un mouvement national syndicaliste de Roulão Preto, qui avait des uniformes, il était connu comme le mouvement des chemises bleues, des uniformes militaires, miliciels, des grandes manifestations et tout ça. Masse, voilà. Bon, on est un petit peu dans l'air du temps, en quelque sorte. Oui, alors que ce soit l'Espagne voisine voilà. des question, l'audience du national-syndicalisme portugais. Il y a beaucoup de monde. Ce sont des groupes nombreux dans les villes, etc. Oui. Le national-syndicalisme, on peut parler d'un national-syndicalisme des villes. Urbaine, c'était qu'on peut considérer un mouvement plus ou moins fasciste, mais aussi beaucoup, parce que Roulão Preto venait des intégralistes. Bon. Dans le leader, hein, ouais, voilà. Le leader, qui avait un moustache. On peut voir sur Internet des photos, avait un moustache qu'on peut dire particulière. D'accord. Voilà. Mais évoquer un personnage contemporain, on va dire. Oui, je pense que oui. Un peintre, c'est ça. Un peintre en bâtiment, oui. Qu'on dit en bâtiment. En tout cas. Qu'on dit en bâtiment. Enfin, qui a beaucoup bâti. Voilà, oui. D'accord. Mais rupture totale. Mais en fait, hors des villes, le national-syndicalisme préservait encore beaucoup d'intégralistes et des... Alors justement, Duarte, pour plus de clarté concernant nos auditeurs, est-ce que tu peux rapidement définir ce qu'était l'Estado Novo, donc l'État nouveau du docteur Oliveira Salazar ? Et quelle était la particularité de son régime, en fait, qu'on ne peut pas qualifier de fasciste, je crois. Bien sûr, loin de là. Non, pendant beaucoup de temps, on a considéré le salazarisme comme un fascisme à cause de, notamment, les historiens de gauche. Bon. Et parce que Salazar, Pétain... Salazar, un petit peu comme Pétain ici. Pétain n'est pas un fasciste. Bon. Mais comme était à cette époque-là, était un régime autoritaire, conservateur, catholique. Inspiré par la contre-révolution, je crois. Hein. Oui. Bonald, de Maistre, un peu Maurras, mais d'une manière critique. On peut, mais... au début, d'habitude, je parle de deux parties du salazarisme. Dans un premier temps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le salazarisme va avoir
il faut le dire, des choses qu'on peut considérer fascistes, des manifestations fascistes, comme une organisation de jeunesse de la Mocidade portugaise, comme la Légion aussi, et aussi la Légion portugaise, qui au début était s'appelait comme une légion, une milice politique contre le communisme, et qui avait qui était formée pour encadrer les chemises bleues. Et avec la fin du conflit entre salazaristes et nationaux-syndicalistes, Roland Preto a sorti du pays, mais la plupart des chemises bleues ont rentré la Légion portugaise. Dis-nous, Duarte, est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas considérer que Salazar a fait un peu la même chose que Franco à peu près à la même époque, c'est-à-dire il a récupéré des oripeaux du fascisme, notamment certaines manifestations de masse, dont des organisations qui encadrent différentes catégories de population, mais en gardant un fond qui n'a rien de fasciste, qui est un régime au contraire réactionnaire, conservateur, corporatiste et agreste quelque part. Donc est-ce qu'il n'y a pas en fait de compte un pseudo-fascisme du salazarisme? En fait de compte, il colle en quelque sorte à l'ère du temps. Oui, exactement. C'est ça. Mais même si les deux, il paraît, ne s'entendaient pas du tout. Franco Salazar avait des relations détestables. Oui, mais en plus, Salazar n'avait rien d'un dictateur qui jouait sur les foules, sur l'assentiment des foules. Il haïssait tout mouvement de foule. Il n'avait rien de charismatique. C'était quelqu'un d'effacé, de discret, qui préparait soi-disant tous les discours, qui détestait justement ce côté un petit peu démagogique en tout cas. Axé sur le peuple, les grandes manifestations de masse qu'ont affectionné Mussolini et bien sûr Hitler. Oui. Au contraire des grands dictateurs un peu du XXe siècle, Salazar a construit une image d'un type réservé. Ascétique presque. Oui, un ascète qui venait du milieu rural, mais en même temps était un prof d'université, un économiste. Une sorte d'ascétisme sacrificiel, qui donne tout pour l'État, c'est ça. qui se retire qui presque. Se sacrifie pour la nation. Et les mots d'ordre du salazarisme étaient Dieu, patrie, famille, et en même temps... ça rappelle quelque chose. Ouais. et en même temps, tout pour la nation, rien contre la nation, et des formules simples comme ça. Mais au début, il y a un personnage qui s'appelle António Ferro, qui venait de la génération des modernistes aussi, des groupes de PSOE et tout, que va créer un service de propagande. Il va créer ce qu'il appelait la politique de l'esprit portugais. Et ça va encadrer des arts, des mouvements de poésie, de littérature, du cinéma, de l'architecture. Et ça, une construction identitaire, en fait, de l'histoire du Portugal et de tout, qui va caractériser le Portugal et même à l'époque et même l'État nouveau. En 1940, il y a ce qu'on appelle l'exposition du monde portugais. C'est une très grande exposition à Lisbonne, comme une exposition mondiale, mais dédiée au monde portugais. De nouveau, cette idée d'empire et d'idée de Portugal partout dans le monde, dans ses colonies en Afrique et ailleurs. En Asie, au Timor, etc. Mais après, avec la Deuxième Guerre mondiale, Salazar va être considéré comme un sauveur et un constructeur de la neutralité et qui a réussi que Portugal ne participe. La non-belligérance, oui, ça n'a pas été facile d'ailleurs. Lorsqu'on étudie un peu la période, il a dû louvoyer entre les Alliés, les pressions des Allemands, etc., etc.
Le salazarisme a quand même une singularité, ça a été une expérience politique extrêmement longue, qui a duré jusqu'en 1974 avec la fameuse révolution dite des œillets. Aujourd'hui, quels seraient les mouvements au Portugal qui se situent dans cette filiation donc tracée par le nationalisme lusitânien et le national-syndicalisme de Pretau dont tu viens de nous parler? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des mouvements qui se situent encore dans cet héritage? Plus ou moins, hein, bien sûr, avec leur adaptation aux circonstances actuelles, aux enjeux actuels. Bon, pas comme ça, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, le salazarisme va devenir très conservateur, très... on sait bien que les États-Unis ont préservé ce Portugal et l'Espagne de Salazar et Franco comme des bastions anticommunistes, et comme ils ont fait après à l'Amérique du Sud. Voilà, mais on est dans un conseil de guerre froide, quoi. Et bon, et dans les années 60, il y a quelques groupes nationalistes et même national-révolutionnaires qui vont essayer de faire un combat culturel, et ils sont pas des salazaristes, parce qu'ils veulent influencés notamment par des Français aussi et d'autres groupes européens. Bon, il y a beaucoup la revue Temps Présent, la Citadelle, Jeune Portugal. Il y a une bannière de Jeune Europe aussi au Portugal. La nouvelle droite française peut-être aussi influencé un petit peu. Oui, après, mais le mouvement nationaliste. Mais après le coup de 25 avril de 1974, beaucoup de ces groupes vont se battre pour l'outre-mer portugais, cette idée d'empire. C'est les guerres en Angola et au Mozambique à l'époque. Voilà. Et pour opposition à ce régime nouveau, et notamment à la gauche et aux communistes. Et c'est le anticommunisme que va être la façon de unifier tous ces... Le moteur, ouais, un peu, ouais. Il faut le dire aussi que c'est pour arriver à nos jours, il faut dire que le coup qu'on appelle la révolution de 74 est très différent de la transition espagnole, parce que nous avons une constitution, au début une constitution presque marxiste, avec beaucoup de choses sur l'économie et comment on va faire l'État et tout ça, et tout ce que on peut appeler des tentatives de faire une extrême droite partidaire va être beaucoup censuré et empêché. Combattu sur le plan légal. Et combattu. Par l'arsenal juridique et constitutionnel. Oui. Bon, au début des années 80, il y a quelques partis, mais sont des petits partis de droite qui vont essayer ça, mais ils vont avoir des votations presque ridicules, ne vont pas avoir des députés ni rien. Seulement, à la fin des années 80, au début des années 90, un mouvement qui s'appelait le mouvement d'action nationale va être différent et sortir de cette nostalgie d'empire et tout ça. Il va commencer à parler, notamment de l'immigration et de toutes les... Oui, de la réalité du Portugal de l'époque. Voilà. Oui, il va commencer à parler comme des autres mouvements d'extrême droite en France et dans d'autres pays. Et si je parle du MAN, c'est parce que c'est le seul procès judiciaire contre une organisation fasciste. Parce que la loi au Portugal ne permet pas l'existence de... La constitution, d'organisation dite fasciste, ou considérée comme telle. Comme telle. À la fin des années 90, un petit parti va émerger, s'appelle le PNR, Parti National Renovateur. Il va essayer de construire une extrême droite au Portugal. 10 ans après, nous sommes là et le PNR reste un très petit parti, mais il faut le dire que
il n'est pas considéré comme une organisation fasciste parce qu'il n'est pas une organisation fasciste, il est un parti légitime, démocratique, au sens qu'il participe aux élections et tout ça. Mais il a déjà passé par des procès judiciaires, de la censure et des... Oui, des tracasseries. Inévitablement, comme la plupart des pays de l'Union européenne. Juste pour terminer, avant la chronique de Monsieur PGL, là, parce que nous sommes un peu pressés par le temps, en dehors du Parti National Renovador, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bon, il y a Terra et Povo qui fonctionnent, des revues, des groupes militants plus ou moins informels, des influences de l'Italie, de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage militant actuel au Portugal? Oui, il y a des très petits groupes. Bon, ce sont des groupes à l'échelle du Portugal, mais c'est un petit peu comme dans les autres pays, influencés par la mouvance italienne, par exemple, de Casa Pound. De Casa Pound aussi. Bon, c'est une mouvance que j'aime bien. J'aime bien Casa Pound, cet esprit, et je pense que c'est un exemple et doit être une inspiration. On ne doit pas mimétiser, mais s'inspirer. Mais aussi, de Terre Publici et même d'autres groupes qui existent, des autonomes, des identitaires. D'accord. Il y a un panel assez complet. Mais bon, on l'a dit, ce sont des petits groupes. C'est pas encore coordonné, loin de là. Ouais. Non, loin de là. Et on sait bien comme notre famille politique, on veut le dire, il sait se disputer en permanence. Ouais. Ça c'est la même chose partout. Partout. Bien, on va lancer les chroniques de Monsieur PGL. C'est parti. Alors, aujourd'hui, deux films. Un film en rapport avec notre invité, notre sujet, et puis un autre qui nous renvoie au petit morceau que vous venez d'entendre. On va commencer par celui-là. Il s'agit bien sûr de Sandokan, une série culte des années 70, qui parlera sûrement aux auditeurs les plus âgés. Une série qui est adaptée d'un roman d'Emilio Salgari, qui est en quelque sorte l'Alexandre Dumas italien, et qui est cher à nos camarades italiens. Gianluca Yanon disait que pour éduquer idéologiquement ses militants, il leur fait lire des romans d'aventure et il pensait avant tout à Salgari. Donc Salgari avait écrit Les Tigres de Montprasem, qui raconte les aventures d'un prince malais qui lutte contre l'impérialisme britannique, donc dans le royaume de Sarawak, à Bornéo. Et cet impérialisme britannique qui est incarné par une figure d'aventurier britannique qui s'appelait Lord James Brooke, qui était le Raja blanc de cette île, et qui est aussi une figure assez attachante quelque part, même si sa cause était plus que discutable. Donc c'est une série qui est bien menée, avec un acteur charismatique. Qui a bercé la jeunesse de nombre d'entre nous. Exactement. Avec le générique. J'en parlais avec Gabriele Adinolfi encore il y a quelques jours. Oui, alors justement, Gabriele Adinolfi... qui parlait d'une pensée corsaire. Donc là, exactement, c'est la couverture de son ouvrage. C'est le même acteur qui fait la couverture. Il a joué dans ce film que tu affectionnes en particulier, Lieutenant Sturm, le corsaire noir, qui raconte des souvenirs impérissables. Oui. Donc un acteur anglo-indien. Magnifique série. Voilà, un acteur. On va pas polémiquer. Non, allons-y là-dessus. Non, joué avant tout par un acteur anglo-indien qui s'appelle Kabir Bedi, qui a vraiment une tête de kshatriya indien, qui vraiment incarne à merveille Alors c'est sorti en France et donc disponible en vidéo. Voilà, c'est sorti en coffret DVD, enfin. Kitschissime, il paraît. Kitschissime, mais cultissime. Cultissime et kitschissime, les deux. Voilà, donc je le recommande fortement à nos auditeurs. Non, c'est bien mené, c'est exotique, il y a de très belles scènes de combat. Il y a Aldo Foccelli qui jouait le méchant d'Opération Tonnerre, le James Bond avec Sean Connery, qui joue le rôle de Lord Brooke. Donc vraiment, ça vaut le coup. Je ne peux que recommander aux jeunes auditeurs qui ne connaissaient pas, qui ne connaîtraient sûrement pas cette série, de se la procurer et de la visionner. Deuxième film, on revient à notre sujet. Il s'agit d'un film signé par le plus grand des cinéastes portugais, Manuel de Oliveira, qui s'appelle Non,
ou La vaine gloire de Commander. En fait, c'est un film historique qui reprend en fait de compte l'esprit de la saudade dont on a parlé Duarte, qui est une longue méditation sur l'histoire du Portugal, sur les occasions manquées qu'il a eues d'être une grande puissance. On évoque à la fois les luttes contre les Romains, les Espagnols, la conquête du Nouveau Monde et bien sûr les guerres coloniales. Donc c'est un film qui a un côté contemplatif et hiératique, qui est un petit peu dépaysant pour ceux qui sont habitués aux blockbusters hollywoodiens, et il y en a peut-être sûrement quelques-uns parmi nos auditeurs, on n'échappe pas à son temps, encore qu'il y a souvent des choses intéressantes bien sûr du côté d'Hollywood, mais là on est vraiment dans un film profondément européen et qui reflète vraiment l'âme du Portugal. Il y a une vision un peu spenglerienne de philosophie de l'histoire du Portugal, donc c'est un film que je peux que recommander. Il est sorti chez Arte Video en version originale, et c'est une bonne manière justement d'appréhender de nombreuses thématiques que nous avons abordées aujourd'hui avec Duarte. Et sinon, c'est tout. Vous aviez peut-être... tu m'avais parlé d'un ouvrage sur le salazarisme. Alors, je donnerai une biographie plus détaillée. On retrouvera ça dans tes chroniques, évidemment. Voilà, c'est vrai que j'avais un ouvrage là sous les yeux, qui est un ouvrage écrit par un historien français, Yves Léonard, qui s'appelle Salazarisme et fascisme, aux éditions Chandaigne. Chandaigne, c'est l'éditeur français, grand spécialiste du Portugal. Ça constitue une bonne introduction. C'est un travail historique écrit par un historien qui est hostile, bien sûr, à l'objet de faut dépasser ça, donc. Mais ceci dit, qui est un ouvrage fort honnête. En tout cas, c'est un ouvrage historique, avec de nombreuses citations, et c'est une bonne introduction, en tout cas factuelle, à ces questions que nous avons abordées, notamment les mouvements dont Duarte nous a parlé. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Béchiel, pour cette chronique que nos auditeurs retrouveront bien évidemment à la suite de l'enregistrement de l'émission sur notre site méridien0.ofr.com. Cher Duarte, avant de nous quitter, un petit mot pour les auditeurs français, pour les saluer. Je sais qu'on n'a pas tout dit sur le Portugal, tu reviendras, on sera très heureux de t'accueillir de nouveau dans cette émission. Mais je te laisse le soin de conclure, en tout cas sur ce Portugal encore trop méconnu de nos camarades français. Ouais, merci à vous, des bons amis et camarades. Merci spécialement pour cette émission dont j'écoute toujours Méridien Zéro. Je fais de la pub sur mon blog et sur Internet toujours. Et c'est un excellent travail. J'espère que pour tous les auditeurs, et spécialement les auditeurs plus jeunes, qu'ils peuvent apprendre et avoir de la curiosité et de l'aventure. Il n'y a pas un scoop dans l'air du côté du Portugal sur le plan radio ou... Je peux donner une nouveauté. Il existait un programme de RBN au Portugal qui n'existe non plus, mais nous sommes en train de faire une émission beaucoup à cause de Méridien Zéro. Donc on peut espérer prochainement une émission d'actualité, exactement, militante portugaise sur RBN. Malheureusement, je n'ai pas mon chroniqueur préféré, que c'est Pascal, mais je vais essayer de donner quelques livres et des films. Bon, je peux pas donner une date, mais nous espérons que... Voilà, et puis on informera tous nos auditeurs du démarrage de ton émission, qui est une excellente initiative. Duarte, un grand merci. C'était le lieutenant Sturm à la barre pour cette émission de Méridien Zéro. Vous pouvez nous envoyer vos remarques, vos observations, vos critiques, vos compliments à notre adresse internet zméridien@yahoo.com. Merci à tous, merci à Lord Sergueï, à Monsieur PGL, et à très bientôt dans une prochaine émission.